3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous présenter les concours avec Be-Ease en fin de vidéo, c'est du contenu coast to coast que je vous propose. Mon objectif aujourd'hui sera de faire un point pour voir ce que donnent au bout d'un tiers de la saison les principaux rookies. Bon, je vous le cache pas, je suis un petit peu déçu par cette cuvée, notamment par certains lottery picks. Mais bon, je fais la fine bouche parce qu'il y a aussi un paquet de bonnes surprises à analyser chez les débutants. Mais tu vas en étudier combien des rookies les principaux? Ça veut dire quoi? Ça va te prendre un temps fou si tu les abordes tous. Ça c'est sûr, je vais pas pouvoir parler en profondeur de chacun d'eux. Par contre, pour cette vidéo, j'ai décidé d'en garder 30. Et déjà, pour pouvoir être dans cette sélection, il fallait répondre à un critère, avoir joué au moins 15 matchs, soit environ la moitié. Déjà, si vous regardez, ça écarte pas mal de gars. Parmi ceux qui restaient, j'ai ensuite simplement choisi ceux qui, pour moi, affichaient le meilleur niveau jusque-là. Ah, donc tu ne prends pas en compte le potentiel ou ce qui pourrait devenir dans le futur? Absolument pas. Mon but est de prendre une photo, là, maintenant, tout de suite, au moment M, pour voir qui s'en sort le mieux. Donc forcément, les choses évolueront au fur et à mesure que la saison avancera. Et si on regarde à plus long terme, les choses évolueront aussi au fur et à mesure que leur carrière avancera. Mais bon, vous l'avez compris, on n'est pas dans un Airball Project, ce n'est pas l'objectif de parler de l'avenir aujourd'hui. Ok, j'ai pigé, tu vas parler de ce qu'ils ont fait depuis leur arrivée en NBA, soit depuis 2 mois environ. Mais comment tu vas t'y prendre? Tu vas les classer de 1 à 30? Non, ce serait un peu trop laborieux, alors on va les classer par échelon. Les Américains appellent ça les tiers. Depuis quelques temps, c'est la mode aux États-Unis et un paquet de classements se font de cette façon. Au final, ça donne une pyramide qui est souvent intéressante et c'est de ça que je vais m'inspirer. Les rookies que je trouve les meilleurs seront au sommet de cette pyramide, soit le tier 1. Les suivants, un peu plus nombreux, seront au tier 2. Ils seront encore plus au tier 3 et je ferai comme ça jusqu'au tier 5. Ça me permettra clairement de hiérarchiser ceux qui, selon moi, ont été les meilleurs rookies depuis le début de la saison. Petite chose à savoir aussi avant de commencer pour comprendre comment j'ai classé mes joueurs selon les échelons. En vrai, j'ai fait ça de manière très classique, mais c'est toujours bon de le rappeler. Alors d'abord, j'ai pris l'apport sur le terrain de mon point de vue en attaque comme en défense. J'ai aussi regardé les chiffres, bien sûr, et la production statistique, sans oublier l'adresse au tir qui parfois est catastrophique chez certains débutants. Enfin, j'ai aussi pris en compte le niveau de l'équipe dans laquelle ils évoluent. Ouais, à production égale, je préfère un mec qui a un rôle dans une équipe qui gagne plutôt qu'un mec qui croque complètement dans une équipe qui perd tout. Ouais, au final, quand tu dis que c'est classique, c'est classique. D'autres choses à savoir? Non, franchement, je crois que c'est bon et qu'on a fait le tour. Y a plus qu'à commencer. Nous approchons de la fin du mois de décembre. Où en sont les principaux rookies de cette QV 2019-2020? Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire un mot sur les principaux absents. Voici la liste de ces mecs qui étaient attendus et qui pour l'instant ne peuvent pas prétendre à ma vidéo du jour. Bol Bol, Sekou Doumbouya, Taco Fall, Marco Guduric, Ty Jerome, Keldon Johnson, Fiondu Kabengele, Romeo Langford, Chuma Okeke, Lucas Samanic, Dylan Windler, Grant Williams et Zion Williamson. Parmi eux, certains n'ont pas encore réussi à obtenir la confiance de leur coach et ont jusque-là davantage évolué en J-League qu'en NBA. C'est le cas par exemple de Sekou Doumbouya que Dwayne Casey semble beaucoup protéger à Detroit, de Lucas Samanic, joueur pour qui Greg Popovich prend son temps chez les Spurs, ou même de Bol Bol qui ne semble pas encore tout à fait prêt. Après, il y a des gars qui, comme tous les ans, prennent du retard en raison de pépins physiques plus ou moins graves. Le principal qu'on connaît, c'est Zion Williamson. Il n'a pas encore fait ses premiers pas dans la grande ligue en raison d'une blessure au genou. Il y a Chuma Okeke aussi, qui ratera toute la saison parce qu'il s'est fait les croisés. Il y a aussi Taco Fall, qui a un souci au genou et qui peine à obtenir la confiance de Brad Stevens. Et je peux aussi citer Romeo Langford chez les Celtics, qui enchaîne les soucis aux articulations et chope tous les virus qui passent. Enfin, il y a d'autres gars qui ont rempli le critère de 15 matchs joués que je demandais, mais qui, selon moi, n'ont pas assez bien répondu sur le terrain pour rentrer dans mon classement. C'est le cas de Grant Williams des Celtics, qui, malgré un bon apport défensif, semble très limité offensivement. C'est également le cas de Marco Guduric, dont j'attendais plus, notamment au niveau de l'adresse, après ses très bons passages en Europe à l'Étoile Rouge ou au Fener. Voilà, je vais pas citer tout le monde, mais vous avez compris l'idée. Les principaux absents de ma vidéo du jour le seront soit parce qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu, soit parce qu'ils ont des problèmes de santé, soit parce que sur le terrain, ils n'ont pas une production suffisante, selon moi. Et ça paraît tout à fait être de bonnes raisons, mais si je veux être honnête, je préférerais que tu me parles des présents plutôt que des absents. Yes, et on commence par le tier 5, du coup, la base de la pyramide. 9 joueurs pour moi à cet étage. Notons que même si c'est le plus bas, c'est déjà pas mal d'y apparaître. Alors, pour le tier 5, le choix numéro 23, Darius Bazley, le choix 18, Goga Bitadze, le choix 33, Carsen Edwards, le choix 34, Bruno Fernando, le choix 38, Daniel Gafford, le choix 25, Nassir Little, l'Italien Nicolo Melli, jamais drafté, le choix 28, Jordan Poole,
Hall, et enfin Chris Silva, gabonais, qui lui non plus n'a jamais été drafté. Là franchement, il n'y a pas des masses de surprises non plus. La plus grosse probablement c'est Chris Silva. Le mec a trouvé un rôle de remplaçant régulier au poste 5 dans une équipe de Miami qui joue les premiers rôles à l'Est. Tourné à 4 points et 4 rebonds en 10 minutes de temps de jeu moyen, c'est plutôt lourd. Le gabonais est régulier et a même déjà flirté avec le double-double. Pour un joueur non drafté, c'est vraiment bien. Tant qu'on est dans les non draftés aussi, on peut parler de Nicolo Melli, mais lui honnêtement c'est moins une surprise. Il appartenait à la cuvée de draft 2013 et a désormais 28 ans. Entre temps, il a fait ses armes à Milan, à Bamberg ou au Fener en Euroleague. Forcément, ça lui a fait gagner pas mal d'XP et à son âge, le gars a évolué. Après, parmi ceux que j'imaginais mieux placés, il y a Goga Bitadze, notamment drafté en numéro 18 par les Pacers. Le Georgien a obtenu du temps de jeu dernièrement et a même été 2 fois titulaire. Sauf que là, malgré un double-double à 10-10 contre les Cavs, il n'a pas montré grand-chose en NBA. Mais bon, peut-on vraiment lui en vouloir? Le pivot a à peine 20 ans, arrive tout droit de l'Europe de l'Est et parle à peine anglais. Il lui faut un temps d'adaptation et c'est normal. Son match récent en G-League à 26 points et 14 rebonds est en tout cas très prometteur, alors ne soyons pas trop sévères. Parlons de Jordan Poole désormais. Lui, même s'il a été sélectionné à la position numéro 28, avait provoqué une certaine hype lors de sa draft par les Warriors. Choisi par Kerr pour sa capacité à mettre de loin, il a vite donné l'impression de pouvoir tirer son épingle du jeu dans une franchise de Golden State ruinée par les blessures. Et pourtant, le mec en est à 25% seulement au tir depuis le début de sa carrière NBA et même à 2 sur 29 depuis le début du mois de décembre. Franchement, c'est moche, très moche. Alors heureusement qu'il a fait 2 perfs à 20 points depuis le début de la saison. Sans ça, vous l'auriez plutôt vu dans les absents que dans le tier 5. Pour le reste, tout le monde est à peu près à la place attendue. Darius Bazley a obtenu la confiance de Billy Donovan et met son temps de jeu à profit à OKC. Carson Edwards n'obtient que les miettes à Boston mais a déjà fait une perf à 18 points dans la Grande Ligue tout en prouvant en G-League qu'il pouvait être une machine à scorer. Bruno Fernando a un petit rôle à Atlanta en tant que pivot capable d'écarter les défenses par son shoot de loin. Daniel Gafford apporte beaucoup d'énergie dans la raquette des Bulls. Enfin, le jeune Nassir Little semble avoir un avenir réel à Portland grâce à sa défense et à sa polyvalence. Là, on a fait le tour pour le tier 5 avec au moins un petit mot pour chacun. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les coms avant que je passe au tir fort. À cet échelon, nous retrouvons 8 joueurs. Le choix 17, Nickeil Alexander-Walker. Kai Bowman, non drafté. Le choix numéro 6, Jarrett Culver. Terence Davis, non drafté lui non plus. Le choix numéro 5, Darius Garland. Le choix numéro 30, Kevin Porter Jr. Le choix numéro 14 de la draft 2018, Michael Porter Jr. Et enfin le choix numéro 10, Cam Reddish. Si l'on commence par les bonnes surprises, encore une fois, on va parler des joueurs non draftés. Le premier, c'est Terence Davis. Le mec est bon à tel point que j'ai failli le mettre dans le tir supérieur. J'ai beaucoup hésité pour lui. Alors m'en voulez pas, c'était vraiment limite à son sujet. Ce qui est sûr, c'est que le meneur de jeu a clairement assuré pendant la blessure de Kyle Lowry dans une équipe de Toronto qui n'est pas là pour faire de la figuration. Son match à 19 points, 8 rebonds et 5 passes le mois dernier face à Orlando, je m'en rappelle encore. Et même s'il sera difficile pour lui de trouver à moyen terme du temps de jeu de façon régulière derrière Lowry et Van Vliet, il reste une super trouvaille de la part des Raptors. Vient ensuite Kai Bowman. Meneur de jeu, il a peu à peu gagné sa place dans la rotation de Steve Kerr. Et même s'il manque de régularité et qu'il profite clairement de l'effectif décimé des Warriors, Bowman montre une vraie volonté de réussir sur le parquet. Ses 24 points lors de sa 6ème titularisation en carrière il y a un mois environ face à OKC sont là pour le prouver. Malheureusement, le mec est dans une situation compliquée. Détenteur d'un two-way contract, il ne peut pas passer plus de 45 jours dans l'équipe des Warriors sans signer de contrat officiel. En d'autres termes, pour pouvoir continuer à le faire jouer, Golden State devra lui proposer un vrai contrat alors que le roster est déjà plein. Il faudrait donc couper un joueur et forcément c'est délicat. Malgré un début de carrière intéressant, Kai Bowman possède donc un avenir incertain et seule Madame Irma sait s'il pourra continuer en NBA à moyen terme. Dernière bonne surprise, Kevin Porter Jr. Mal vu au moment de sa draft, car il traînait derrière lui une réputation nonchalante et individualiste, il pourrait faire regretter à pas mal de GM de l'avoir laissé descendre à la 30e place. Après des débuts discrets, l'ailier monte peu à peu en puissance et sait se montrer efficace des deux côtés du terrain. Les Cavs sont très heureux de ce qu'il produit. Et quand il met de loin, comme ce fut le cas la semaine dernière face aux Rockets avec un 6 sur 9 derrière la ligne, j'arrive vraiment à imaginer un bel avenir pour ce joueur. À lui de réaliser ce genre de perf plus régulièrement désormais et pas de doute qu'il montera dans les échelons. Bon, passons maintenant aux déceptions de ce tir fort et je dois dire qu'elles sont de taille. Restons du côté de l'Ohio et parlons de Darius Garland. Son association dans le 5 de Cleveland avec Colin Sexton fonctionne mal. C'est dommage parce que le mec peut prendre feu notamment à longue distance et est capable de dépasser la barre des 20 points sans trop forcer. Pourtant, un manque de constance et surtout une totale incapacité à organiser le jeu des Cavaliers ne lui permet pas de se classer plus haut. Parlons maintenant de Jarrett Culver. Lui aussi, on attendait beaucoup de lui et surtout très vite. Bon, après, à première vue, ses stats sont plutôt complètes.
fait. 9 points, 3 rebonds, 2 passes, mais ses pourcentages au secours! 37% au tir de manière globale, 25% à 3 points et surtout seulement 43% au lancer franc. Sa réussite au tir est juste affreuse et pour un arrière c'est très inquiétant. Malgré son côté polyvalent, il y a encore beaucoup de travail à fournir pour s'adapter au jeu NBA et répondre aux attentes. J'évoque maintenant ceux qui restent. D'abord Cam Reddish, je ne veux pas être trop sévère avec lui car il semble en constant progrès. Il paye son début de saison catastrophique mais paraît peu à peu trouver ses marques à Atlanta malgré une adresse suspecte pour lui aussi. À lui de moins s'effacer, d'apprendre à mieux jouer sans le ballon et d'évoluer avec plus de confiance plus régulièrement. Ses 25 points en tant que titulaire face aux Nets en début de mois montrent en tout cas qu'il est sur la bonne voie. Ensuite, il y a Nickeil Alexander-Walker. L'arrière des Pels est rapide, confiant, athlétique et peut également prendre feu derrière la ligne à 3 points. Bon par contre, il va vraiment falloir qu'il soit plus constant et plus adroit pour gagner des minutes parce que du côté de la Nouvelle-Orléans, la concurrence est rude à son poste. Parlons enfin de Michael Porter Jr. qui après une saison blanche en raison d'une blessure peine lui aussi à trouver du temps de jeu du côté de Denver au vu de la concurrence. Mais ce qui est rassurant de son côté, c'est qu'il a un talent indéniable en tant que scoreur notamment et se montre redoutablement efficace lorsqu'il est sur le terrain. En vrai, je pense qu'il ne lui manque que des minutes pour exploser. C'est l'heure de passer au tier 3. 6 joueurs à évoquer à cet échelon. Le choix numéro 3 de la dernière draft, R.J. Barrett. Le choix numéro 8, Jackson Hayes. Le choix numéro 4, DeAndre Hunter. Le choix numéro 7, Cam Johnson. Le choix numéro 21, Matisse Thybulle. Et le choix numéro 7, Kobe White. Bon, y a pas à bégayer, la meilleure surprise à cet échelon, c'est Thybulle des Sixers qui après 4 saisons à la fac est vraiment NBA ready. Il est un gars dont l'apport ne se voit pas forcément dans les stats. Pourtant, lorsqu'il est sur le terrain, c'est tout le jeu des 76ers qui en bénéficie. Expert en défense, il se coltine constamment l'option adverse avec beaucoup de succès. Rapide, physique et hargneux, le mec en veut. Ce n'est pas pour rien que ses pairs l'ont élu meilleur défenseur de sa classe de draft à la rentrée. Mais la plus grosse surprise réside dans son shoot à 3 points. 47% de réussite derrière la ligne depuis le début de la saison, c'est très très fort. L'autre jour, face aux Raptors, il a carrément permis à Philly de s'imposer grâce à 20 points à 5 sur 8 derrière la ligne. En moins de 30 matchs, Thybulle s'est déjà affiché comme un pion essentiel du dispositif de Brett Brown. Sauf que toutes les surprises ne sont pas aussi bonnes à cet échelon. Comment vous dire qu'on attendait beaucoup plus de R.J. Barrett qui à New York devait se retrouver avec les clés du camion ou pas loin. Là non seulement les Knicks n'en finissent plus de perdre, mais en plus de ça l'ancien Duki peine à trouver la mire de façon régulière. Des shoots il en prend, pas de soucis, près de 14 par match. Mais plus la saison avance et plus ses pourcentages baissent. Malgré un excellent match qu'il a un peu sauvé mardi soir, son mois de décembre est pour l'instant très compliqué. Il compense avec une présence intéressante au rebond, plus de 5 par match, mais franchement ça ne suffit pas pour accéder au tir supérieur ou répondre réellement aux attentes. Je pensais que ça allait aller mieux avec le licenciement de David Fisdale, mais pour l'instant il y a encore beaucoup de choses à prouver pour R.J. Barrett. Parlons désormais de DeAndre Hunter, drafté juste après Barrett, qui connaît lui aussi ses propres soucis chez les Hawks. Bon, rien n'est catastrophique pour lui, 13 points de moyenne avec une présence intéressante en défense, c'est loin d'être ridicule. Mais là encore, on attendait davantage du débutant. Dans une équipe d'Atlanta qui n'arrive pas à obtenir le succès voulu en ce début de saison, le mec peine à s'affirmer. Deuxième plus gros temps de jeu parmi les rookies derrière R.J. Barrett, justement, Hunter est capable d'être très bon, avec 3 perfs à 27 points ou plus depuis le début de la saison, mais peut aussi se montrer complètement en retrait dès le lendemain. Les Hawks attendent sans aucun doute une présence plus régulière de sa part pour espérer redresser la barre. Viennent pour finir 3 joueurs qu'on retrouve à peu près à leur place. Kobe White est l'étincelle attendue chez les Bulls en sortie de banc. Le gars peut clairement prendre feu au scoring pour débloquer des situations. Ça devient ceci dit beaucoup plus compliqué pour lui lorsqu'il ne met pas dedans et ça arrive un peu trop souvent. Du côté de la Nouvelle-Orléans, Jackson Hayes fait le taf dans la raquette. Ayant profité des blessures de Zion Williamson et de Derrick Favors, le pivot a réussi à prendre la place de Jahlil Okafor dans la rotation des Pels. Et honnêtement, ce n'est pas volé. Athlétique, excellent rim protector avec de plutôt bonnes main, Hayes peut s'offrir un vrai avenir en NBA. Enfin vient Cam Johnson des Suns. Réputé comme un sniper à 3 points, le gars endosse son rôle à merveille et trouve la cible régulièrement en dégainant plus vite que son ombre. Plus de la moitié de ses tirs sont pris derrière la ligne de tir primé et sa réussite de 42% est juste excellente. Il est le genre de joueur que j'aime beaucoup et qui peut vraiment se montrer utile dans un collectif. Son temps de jeu est en hausse constante depuis le début de la saison et ça prouve que Monty Williams l'apprécie particulièrement et croit en lui. Ah quand même, on commence à atteindre un certain niveau avec ce tier 3, j'ai hâte de voir ce que ça donne au-dessus. Et bien justement, passons au tier 2 qui se compose de 5 joueurs. Le choix numéro 21, Brandon Clark, le choix numéro 9, Rui Hachimura, le choix 13, Tyler Herro, le choix 41, Eric Pascal et le choix 12, PJ Washington. Bon, y a pas un truc qui vous choque là? À part Hachimura, personne n'a été drafté dans le top 10. Franchement, tous ces joueurs sont au-dessus du niveau attendu et chacun d'eux peut être considéré comme une bonne surprise. Commençons par Eric Pascal du coup, j'avoue le mec est issu de Villanova et c'est un de mes petits chouchous. Franchement, peu de monde comptait sur l'ailier lors de sa draft malgré son expérience universitaire très intéressante. Pourtant, du haut de ses 23 ans, Pascal a remporté la March Madness en 2018 et a déjà un vécu considérable. Ça ne m'étonne pas tant que ça que cette année il ait pu prendre ses responsabilités chez ses
Warriors décimés. Le plus surprenant finalement reste qu'il ait été choisi à la 41e position. 16 points de moyenne, une pointe à 34, une autre à 30. Quand D'Angelo n'est pas là, c'est lui qui prend le scoring en main du côté de San Francisco. Bien sûr, son manque de taille le limite un peu, mais il n'a pas peur de jouer en ISO, défend et n'a pas de mal à capter ses 5 rebonds par match. À la base, il n'est pas le plus talentueux de cette cuvée, loin de là, mais est sûrement l'un des plus volontaires des deux côtés du terrain. Ce début de saison lui a permis de se faire un nom dans la ligue, et j'espère que ça durera sur le long terme. En tout cas, fréquenter Draymond Green au quotidien, lui qui a connu une situation un peu similaire, lui fera forcément du bien. Passons désormais à Brandon Clarke. Franchement, lui aussi, je me demande comment il a pu tomber si bas dans cette draft. Le mec méritait clairement plus qu'un pick 21. Ok, l'ailier n'est pas le joueur le plus flashy du monde, mais quelle efficacité et surtout quelle régularité pour un rookie. Franchement, le gars fait peu d'erreurs et a limite déjà la maturité d'un vétéran. Il sait trouver ses spots, marque des points avec des pourcentages intéressants, défend, prend des rebonds, c'est très lourd. Le gars a une vraie science du jeu et est constamment au bon endroit au bon moment. Au final, même s'il évolue dans une équipe de Memphis qui ne va pas jouer grand chose cette saison, Brandon Clarke a d'ores et déjà prouvé qu'il serait au minimum un role player très solide en NBA. Parlons maintenant de Tyler Herro qui à Miami, dès le training camp, avait impressionné Jimmy Butler par son abnégation et son esprit de compétition. Aujourd'hui, si on fait le point, on peut se dire que le Heat ne s'est pas trompé en le sélectionnant avec le 13e choix. Non seulement il a prouvé qu'il était un excellent shooter à 3 points, un mec qui n'avait peur de rien et qui pouvait répondre présent dans les moments clutch, mais en plus il dévoile peu à peu de belles capacités à l'organisation. En Floride, le mec a semble-t-il trouvé la maison qu'il lui fallait, je le vois clairement rentrer dans l'esprit du Heat basketball. Puis le gars se sent bien et monte en puissance au fil de la saison. Honnêtement, il ne lui manquait qu'un tout petit peu de constance parce qu'il était sur le fil pour grimper à l'étage supérieur. Évoquons maintenant celui qui a été drafté juste avant avec le choix numéro 12, PJ Washington. Bon, malheureusement, le gars vient de se péter un doigt et sera absent au moins jusqu'à Noël. Mais en attendant, ce qu'il a montré jusque-là est très prometteur. Sur le terrain, l'ailier fort fait à peu près tout en attaque comme en défense et possède même une qualité de shoot extérieur que je ne lui soupçonnais pas. Auteur de son premier double-double juste avant sa blessure, PJ est devenu un titulaire incontournable à Charlotte et il mérite amplement sa place à cet échelon. Enfin, faisons un tour vers le Japon avec Rui Hachimura qui a été drafté à la position numéro 9 et qui est sûrement le joueur le plus à sa place dans ce tier 2. Beaucoup se posaient pas mal de questions après sa Coupe du Monde, mais il a su lever les doutes. Ailier fort avec une grande envergure, il se montre de plus en plus efficace au scoring, en défense et au rebond, et ses 48% au tir lui rajoutent encore de la valeur. Dommage que sa team des Wizards ne soit pas vraiment compétitive, parce que je suis persuadé qu'il pourrait rendre de gros services dans une équipe plus ambitieuse. En shootant davantage de loin et surtout avec une meilleure adresse derrière la ligne, son principal axe de progression, lui aussi aurait pu prétendre au tir supérieur. Ah bah vu que tu en parles de ce tir supérieur, c'est l'heure de l'évoquer, non? Yep, et il ne concerne que 2 joueurs. Ja Morant, choix numéro 2 de la dernière draft par les Grizzlies, et Kendrick Nunn, meneur non drafté qui évolue au Heat. Alors franchement, pas besoin d'être Einstein pour comprendre ce qui va suivre. Kendrick Nunn est à ce jour à un niveau auquel personne ne l'attendait dans une équipe très compétitive. Issu d'une QV 2018 où son nom ne fut pas appelé, le meneur de jeu fut signé par le Heat dès la fin de la saison dernière. Mais vu qu'il n'avait pas joué une seule minute en match officiel depuis le coup d'envoi de cette campagne, il est logiquement considéré comme un rookie cette année. Bref, le mec s'est imposé comme le titulaire d'une équipe qui joue les premiers rôles de sa conférence, a sorti 3 matchs de suite à plus de 20 points en novembre et a même fait une pointe à 36 il y a 10 jours. Même s'il a déjà 24 ans, on ne peut que être épaté. Alors honnêtement, ouais, je me demande à quel point les systèmes d'Eric Spoelstra l'aident à évoluer à ce niveau. Je me demande également s'il n'est pas en total sur-régime pour l'instant. Mais bon, au bout d'un moment, je serais obligé de me rendre à l'évidence. Kendrick Nunn nous surprend tous depuis le début de la saison et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ce niveau atteint dans une équipe si compétitive lui permet d'être complètement légitime dans ce tier 1. D'ailleurs, un seul autre rookie peut se targuer selon moi d'être au moins au même niveau aujourd'hui. Vous vous en doutez, c'est sans surprise que je vais vous parler de Ja Morant. Alors ok, il évolue chez des Grizzlies qui ne jouent vraiment pas grand chose cette saison, mais quand même, le gars a su arriver, prendre la main et s'afficher comme le leader de son équipe à seulement 20 ans. Ultra rapide, super athlétique, excellent passeur, il est une pépite qui représente sans aucun doute l'avenir de Memphis. En plus de ça, Morant tourne à 43% à 3 points, soit un pourcentage bien plus élevé que ce que j'imaginais et a une présence très intéressante en défense, notamment grâce à ses interceptions. Avec son jump, Ja a un vrai don pour électriser les foules sur ses dunks, dépasse très régulièrement la barre des 20 points et a montré à plusieurs reprises qu'il pouvait aisément faire sa dizaine de passes décisives par match. Que voulez-vous de plus? Des victoires peut-être? Vous inquiétez pas, ça finira par venir, j'en suis sûr. En tout cas, à ce jour, le meneur de jeu présente selon moi le profil idéal pour devenir rookie de l'année. Et si Kendrick Nunn a l'avantage du bilan collectif, Ja Morant a clairement l'avantage du talent.
Brandon Clark, Rui Hashimura, Tyler Hero, Eric Pascal, PJ Washington, Kendrick Nunn, Ja Morant. Voilà pour ce qui est des principaux rookies qui se sont montrés sur ce début de saison. Voilà pour ce qui est de ce 17ème Coast to Coast. J'ai pris pas mal de temps pour définir mes tirs et j'ai hésité pour pas mal de joueurs, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéressera beaucoup. Mais bon, comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Comme promis, je vous donne les résultats du concours avec Bees, qui offrait aujourd'hui à un abonné cette paire de Iron Fit. Mais bon, pour avoir une chance d'être tiré au sort, il fallait d'abord répondre juste à une question. Quelle marque de chaussures portait Michael Jordan lorsqu'il évoluait sous les couleurs de l'université de North Carolina? Vous avez été autour de 150 à participer, mais parmi vous, beaucoup se sont trompés en répondant Adidas. Et ouais, Michael Jordan a toujours affirmé avoir une préférence pour la marque aux 3 bandes à cette époque, mais lorsqu'il jouait, c'était bel et bien des Converse qu'il portait. À vrai dire, il n'avait pas vraiment le choix, vu que Converse était le sponsor de sa fac. Bref, parmi la centaine que vous avez été à trouver la bonne réponse, celui qui a été tiré au sort est Acta Miral. Bravo à toi, à partir de maintenant, tu as une semaine pile poil pour m'écrire à l'adresse mail contact que tu trouveras dans la description. Passé ce délai, je remettrai la paire de shoes en jeu sur Instagram, alors ne perds pas de temps. Les autres, vous l'avez compris, si vous voulez potentiellement vous donner une deuxième chance, venez vite me follow sur ce réseau social. Je poste sur Insta toutes mes sorties de vidéos, j'y balance quelques stories et surtout j'y organise dès que je peux toutes sortes de giveaways là-bas. Ce serait donc dommage de manquer ça. Mais bon, après, ne vous inquiétez pas, des concours, il y en aura d'autres sur YouTube dans les prochaines vidéos. Alors pour ne pas les manquer, je vous invite vivement à écouter ce que Océane Montpierre a à vous dire. Salut, c'est Océane Montpierre, abonnez-vous à la chaîne du 6ème homme. Océane Montpierre, vous connaissez? Meneuse de jeu pour le RVBC, la Guadeloupéenne détient déjà un palmarès impressionnant, que ce soit en équipe de France jeune où elle a remporté plusieurs médailles de bronze, ou en LFB où elle a remporté plusieurs trophées avec Bourges. À seulement 19 ans, on ne peut que la féliciter pour le rôle qu'elle a su obtenir si vite dans une équipe si ambitieuse qui vient entre autres de s'imposer contre le Beşiktaş en Coupe d'Europe. Merci à toi Océane pour le soutien et vous, j'espère que vous avez compris. Déjà, allez la follow, mais abonnez-vous à ma chaîne aussi en pensant à activer la cloche si vous ne voulez rien rater. Et ouais, apparemment, être abonné à la chaîne sur YouTube ne suffit plus forcément pour que la plateforme mette mes vidéos en avant sur votre mur. Donc je le répète, la cloche, c'est très important. Bref, pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info. Vous pourrez notamment y trouver une interview très complète de Nicolas Batum qui évoque sa situation, mais parle aussi du premier match NBA qui aura lieu à Paris dans quelques temps. Pour débattre et échanger avec la communauté, c'est encore et toujours sur Discord que ça se passe, je vous mettrai les liens de tout ça en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, ce qui me ferait plaisir, ce serait que vous me mettiez un énorme pouce bleu pour soutenir la chaîne et mettre mon contenu en valeur sur YouTube. A très vite!